Attention, il nous barre le thé! Virez de bord, laissez pas faire attention. Aujourd'hui, nous allons décrypter une tactique navale désormais classique, ce que l'on appelle canoniquement barrer le thé. Et pour l'illustrer, nous allons faire dans le classique parmi les classiques, la bataille de Tsushima qui a opposé les Japonais aux Russes en 1905. Suite à la vidéo précédente sur la mode de l'éperon, nous allons donc analyser cette tactique bien géométrique, mais également les raisons pour lesquelles on a fini par comprendre que ça valait mieux que la recherche de l'éperonnage. Éperonnage qui n'aurait été finalement qu'une passade théorique, mais qui aura tout de même laissé sa marque sur quelques navires et qui aura donné quelques accidents aussi. Bref, on en reparle après. Pour l'instant, intéressons-nous au contexte de la bataille de Tsushima qui a lieu dans le cadre de la guerre russo-japonaise de février 1904 à septembre 1905. On l'a déjà rencontré brièvement dans l'épisode sur l'évolution de la théorie militaire de 1870 à 1914. Donc je vais vous faire un contexte, mais notez bien que comme ce qui nous intéresse ici c'est la dimension maritime, je vais éviter de rentrer dans les détails des opérations terrestres. Et ce d'autant plus qu'il nous faut également comprendre quelles flottes russes et japonais ont à disposition, pourquoi et quelles sont les évolutions technologiques depuis l'ISA. Bon, déjà, la guerre russo-japonaise, Kesako. Il faut remonter un peu en arrière pour voir ce qui se joue. En 1894-1895 a lieu la première guerre sino-japonaise qui voit les Japonais humilier les Chinois. Ils y gagnent Taïwan, les îles Pescadores et le Liaodong, et forcent même la Chine à lâcher leur emprise sur la Corée. On notera la bataille de Yalu en 1894 comme bataille navale importante. Plusieurs leçons tirées de cette guerre que nous n'allons pas analyser. Gardez seulement en tête la montée de l'impérialisme japonais, mais également le fait que tout le monde voit désormais la très grande faiblesse des Chinois. Et parmi les puissances que cela intéresse, il y a la Russie qui va commencer à augmenter son influence dans la région. Elle commence par obtenir la rétrocession du Liaodong à la Chine avec l'aide de l'Allemagne et de la France. Se posant en bienfaitrice de la Chine, la Russie se rapproche ainsi commercialement de cette dernière et obtient la construction d'une portion du transsibérien à travers la Mandchourie. Petit à petit, et sans rentrer dans le détail, la Russie augmente son influence dans la région, ainsi qu'en Corée. Elle finit même par obtenir un prêt de Port Arthur, aujourd'hui Lushonkou, et de la baie de Dalian, le tout sous le regard inquiet des Japonais. Impérialisme russe et japonais sont désormais en très forte concurrence dans la région, et il apparaît assez clair qu'un conflit est devenu inévitable à moyen terme. Du coup, forcément, les deux pays se préparent à un tel conflit, notamment d'un point de vue naval. Si on veut comprendre comment on en arrive à Tsushima, il nous faut analyser cette préparation. Bon, pour les Japonais, j'ai envie de dire que c'est relativement simple. Disons qu'étant donné leur situation, une fois leur modernisation réussie, ils ont surtout eu des objectifs simples dans une région où peu d'acteurs pouvaient vraiment les concurrencer. Après la guerre sino-japonaise, de fait, leur seul véritable adversaire, c'est la Russie, qui les empêche d'augmenter leur emprise sur la Corée ou la Mandchourie. D'un point de vue marine de guerre, les Japonais ont entamé une modernisation à marche forcée, notamment en prenant l'exemple de la Grande-Bretagne. De 1868 à 1894, ils se donnent d'une vraie flotte qui n'a pas vraiment de concurrente dans la région. Alors évidemment, il y a des tensions sur les paris tactiques, stratégiques ou matériels à faire, mais ils s'appuient sur les Britanniques et les États-Unis pour se former. Dès 1887, ils développent une véritable doctrine de tactique collective de flotte, avec essai en mer, jusqu'à la formulation d'instructions de bataille, le Kaisen Yomurei. Ils ont même importé le wargame des États-Unis, ce qui a son importance, mais j'y reviendrai. Comprenons-nous bien, tout ce travail théorique effectué en amont par les Japonais dans le sillage des Britanniques et des États-Unis est très important pour ce qui va suivre. En effet, à l'image de la bataille de Lissa, on est au début du XXe siècle dans une période de flou théorique. Les innovations ont encore plus radicalement transformé les navires. Bon, il n'y a plus tellement de rupture à l'image de la cuirasse ou du moteur à vapeur qui était totalement nouveau, mais on a des caractéristiques techniques qui explosent.
La course cuirasse-canon a connu des rebondissements, et la puissance de l'artillerie et des obus a fini par remettre en cause l'impénétrabilité de la cuirasse qui semblait acquise à l'ISA. Le canon connaît donc un renouveau, d'autant plus que la portée des tirs augmente énormément et que la généralisation des tourelles rend le tir plus adaptable. L'éperonage est donc désormais dépassé, cela semble acquis. Mais cela ne fait pas de la formation en ligne une évidence, car entre-temps est née la torpille. Une innovation redoutable qui est particulièrement efficace contre les navires montrant leurs flancs. Bref, je ne peux vous faire ici le point sur l'ensemble des nouveautés, mais sachez qu'il y a un enjeu très fort à déterminer ce à quoi les flottes devaient ressembler. Surtout qu'on a plein de types de navires différents. Bon, je veux bien vous faire un point, mais ce sera rapide. Le plus gros type de navire est nommé cuirassé. C'est le battleship en anglais, navire majeur concentrant la puissance de l'artillerie, avec des calibres allant jusqu'au 305 mm et des canons intermédiaires de 230 mm. Il déplace entre 10 et 20 000 tonnes. Ensuite viennent les croiseurs divisés en 3 catégories. Les croiseurs cuirassés, bien protégés et à gros calibre, des mini-cuirassés en somme. Les croiseurs protégés, moyennement protégés et à calibre intermédiaire autour de 150 mm. Et enfin les croiseurs auxiliaires, légers, servant essentiellement à la protection de convois et à l'éclairage. À cela s'ajoutent les torpilleurs, légers, rapides mais dangereux pour les gros navires avec leurs torpilles, et les sous-marins encore à leur début. Enfin les destroyers apparus tardivement, servant d'escorte aux gros navires contre les torpilleurs. Ils sont parfois nommés contre-torpilleurs. Notez qu'avec la radio, la coordination des flottes est devenue possible à plus grande distance et sans contact visuel. Bref, vous l'aurez compris, le mix de ces navires dans une flotte n'a rien d'évident. Faut-il parier sur de gros navires puissants, sur une multitude de petits navires comme les torpilleurs ou les sous-marins? C'est une question encore très débattue à l'époque. Toujours est-il que les Japonais, influencés par les Britanniques, décident de parier sur le triptyque vitesse, puissance de feu, artillerie. Ils misent donc sur des navires rapides, dotés de nombreux canons dont certains doivent tirer de gros obus. Et c'est pas une évidence, hein. Certains parient sur un plus grand nombre de navires ou sur les torpilles, enfin plusieurs possibilités quoi. Bref, les Japonais développent ainsi une flotte cohérente, des infrastructures portuaires pour les réparations et ont même de quoi produire leurs propres munitions. Certes, ils doivent acheter leurs navires de guerre à l'étranger, mais par la suite ils sont autonomes, notamment d'un point de vue logistique, ce qui est un énorme avantage. Ils ont un corps d'officiers et d'ingénieurs, des artilleurs professionnels et des marins issus de la conscription, en général volontaires car la marine est très bien vue au Japon à l'époque. Enfin, notons que leur conflit avec la Chine leur a donné de l'expérience et aussi des leçons, notamment sur l'organisation de leur flotte en plusieurs escadres. Bref, le Japon a une belle flotte. Dans leur préparation, ils s'allient à la Grande-Bretagne en 1902. Ça n'a pas un impact énorme dans le sens où les Britanniques n'ont pas à s'engager dans le conflit dans lequel les Japonais vont se lancer, mais ça permet à ces derniers d'obtenir le charbon nécessaire à leur flotte pour la guerre. Voilà, tout ça pour dire qu'en 1904, les Japonais sont prêts, d'autant plus qu'ils ont un plan bien détaillé et une doctrine tactique précise, comme on va le voir plus tard. Les Russes en face sont confrontés à des problèmes plus variés. En même temps, ils ont beaucoup plus de théâtre à gérer que les Japonais. Certes, ils ont la troisième flotte du monde, mais ils ont pour adversaires potentiels la Grande-Bretagne, les Ottomans, les Allemands, et avec leur développement en Extrême-Orient, le Japon. Avec tous ces ennemis, la Russie du début du XXe a ainsi 3 flottes. Une dans la Baltique, en défensive pour protéger les infrastructures portuaires les plus importantes en cas de conflit avec la Grande-Bretagne, une dans la mer Noire pour faire face aux Ottomans, et pourquoi pas viser Constantinople, et enfin une dans le Pacifique, initialement basée autour de Vladivostok. À partir de 1895, la Russie se met à investir sur sa flotte du Pacifique aux dépens des 2 autres. Mais elle a un problème. Le port à disposition dans l'Extrême-Orient, Vladivostok, est gelé plusieurs mois par an. Il leur faut donc un port en mer chaude. Et c'est tout le sujet de leur prise de contrôle du port Arthur puis de la Mandchourie. Ils veulent en faire leur port ouvert toute l'année. Cela prend du temps, mais en 1903, un port et une fortification, le tout relié par voie ferrée à la Russie, sont à peu près opérationnels dans une ville comptant un tiers de militaires. Les Russes y placent leurs plus grosses unités, récemment construites pour renforcer leur flotte du Pacifique, tandis que Vladivostok garde une escadre moins massive. Du coup, les Russes sont parvenus à répondre plus ou moins à la montée en puissance des Japonais, mais cela a eu un prix important.
Des efforts financiers, un abandon partiel des deux autres flottes, mais aussi une surextension de leur zone de contrôle en avançant sur du territoire chinois et en ayant un port de chaque côté de la péninsule coréenne. Mais ils se sentent forcés en 1903 de reporter leur attention vers la flotte de la Baltique, puisque, du point de vue russe à ce moment-là, le conflit le plus probable, c'est avec la Grande-Bretagne, ce qui répartit leurs efforts. Ajoutez à cela des tensions politiques internes, des errements et un port Arthur pas tellement opérationnel pour les réparations. Finalement, l'égalité sur papier des flottes japonaises et russes cache une réelle faiblesse russe. A fortiori vu la faible motivation des marins conscrits, rarement contents d'être là. Et puis surtout, on peut dire que la flotte russe n'a aucun plan contre les Japonais. Il y a une forme de mépris raciste là-dedans. Personne dans l'Occident ne s'attendait à voir une marine japonaise performante contre une flotte occidentale. Les Russes en viennent même à se dire que si jamais ça se passe mal, ils enverront la flotte de la Baltique en renfort. Rigolez pas, c'est... Oh, vous allez voir. Bref, maintenant qu'on a une idée du rapport de force entre la flotte russe du Pacifique et la flotte japonaise, on va se faire un petit déroulé de la guerre pour voir comment on en arrive à la bataille de Tsushima. Je vous parle pas du plan japonais puisque ce qu'il se passe réellement n'en est pas très loin. Dites-vous juste que de leur point de vue, il faut absolument garder un lien entre le Japon et la Corée pour soutenir les opérations terrestres. Ils planifient donc une attaque par surprise pour ensuite viser une neutralisation voire une destruction des flottes de Port Arthur et de Vladivostok. Les 8 et 9 février 1904, une flotte japonaise attaque par surprise la flotte russe basée à Port Arthur. Si aucun navire n'est coulé, plusieurs sont endommagés côté russe, réduisant la capacité de leur flotte et permettant aux Japonais d'engager un blocage de la zone à distance respectueuse, notamment par la mise en place de mines marines. Dans le même temps, la flotte de Vladivostok ne peut faire mieux qu'un peu de harcèlement. Je ne vous décris pas les opérations terrestres parce qu'on a assez à faire, mais en gros, ça se passe pas trop mal pour les Japonais qui parviennent à s'imposer en Corée. Ils mettent par la suite le siège à Port Arthur en mai 1904, tandis que la flotte maintient le contact en maîtrisant Vladivostok et en fermant la mer Jaune. Le mois d'août 1904 est un tournant majeur. La flotte de Vladivostok est surprise et perd dans le combat engagé sa capacité opérationnelle. Ce qui parvient à rentrer suite à cet engagement ne sortira plus de ce port. Le même mois, la flotte de Port Arthur tente une sortie interceptée par les Japonais, ce qui engage la bataille de la mer Jaune. Encore une fois, le résultat est faible, puisqu'aucun navire n'est coulé. Mais les Russes sont tout de même contraints de retourner à leur port. Ils n'en sortiront plus. La flotte japonaise a échoué à obtenir un résultat décisif, mais elle conserve le contrôle de la mer. On peut considérer qu'à partir de la chute de Port Arthur début 1905, il n'y a plus de flotte du Pacifique. La flotte japonaise a donc parfaitement rempli son rôle. Les Japonais peuvent donc envoyer leurs navires abîmés par près d'une année de campagne à la réparation, car par la suite, un nouveau défi va se présenter à eux. Vous vous souvenez de la possibilité d'envoyer la flotte de la Baltique en renfort ? Quand il est clair que le conflit se passe vraiment pas du tout bien côté russe, il est décidé de le faire. Commence alors un voyage particulièrement chaotique pour la flotte de la Baltique. Partis en octobre, les navires sont lents et connaissent de nombreuses mésaventures. Entre un incident avec des pêcheurs danois, à cause d'une rumeur selon laquelle les Japonais auraient amené des torpilleurs dans les environs, un refus des Britanniques d'ouvrir leur port, et j'en passe. Quand Port Arthur tombe, la flotte n'est qu'à Madagascar. Elle arrive finalement dans les environs fin mai 1905, abîmée, mal entretenue et en manque de charbon. La marine japonaise, elle, a eu le temps de se retaper, et elle se tient tout à fait prête à recevoir cette nouvelle flotte russe. L'amiral japonais, Togo Heiashiro, sait que la flotte va surtout chercher à rejoindre Vladivostok, d'où elle pourra par la suite opérer. Il lui faut donc prévenir toutes les options possibles. Il se place donc en Corée, prêt à intercepter la flotte si elle passe par le détroit de Tsushima ou si elle tente d'entrer en mer Jaune. Si jamais la flotte russe venait à faire le tour de l'archipel japonais pour rejoindre Vladivostok par le nord, elle serait à coup sûr repérée, lui donnant le temps de s'adapter. Mais comme les Russes n'ont pas assez de charbon pour un tel plan, ces derniers décident de s'engager dans le détroit de Tsushima. Togo les repère aisément et engage le 27 mai 1905 la bataille de Tsushima, du nom de l'île et du détroit près desquels s'engagent les combats. Mais avant de parler de la bataille, il s'agirait pour une fois d'aborder d'abord le concept de la vidéo, car barrer-le-té désigne une tactique navale tout à fait consciente chez les Japonais. Il nous faut donc désormais essayer de comprendre en quoi cela consiste de barrer le thé et accessoirement de voir d'où ça vient. Bon, on l'a dit, à la fin du 19e siècle, la mode de l'éperon est passée, surtout vu les nouvelles caractéristiques des canons.
Plus puissant, plus destructeur, avec plus de portée, et grâce aux tourelles, avec une direction de tir plus contrôlable et adaptable. On a d'ailleurs le concept de conduite de tir qui émerge, car toucher un navire en mouvement à plusieurs kilomètres depuis un navire en mouvement, ça n'a rien d'évident. Mais je développe pas. Bref, la formation en ligne avec le navire amiral en tête pour diriger la file s'impose, mais il reste une question en suspens. Face à une flotte de puissance équivalente, comment prendre l'avantage ? Britanniques, états-uniens, allemands et à leur suite japonais vont utiliser des wargames puis des expérimentations en mer pour tester des mouvements tactiques. Première proposition, la tactique en cercle. Le principe est simple, face à une flotte venant à la rencontre de la nôtre, il faut se détourner en arc de cercle pour maximiser la puissance de feu employable en parallèle de notre flotte. Deux problèmes, cela ouvre légèrement la capacité de feu adverse et il est toujours possible d'y répondre en faisant un mouvement en miroir, revenant à l'égalité des deux lignes se faisant face. Ok, donc deuxième proposition, barrer le T. Encore une fois simple, face à une ligne adverse, il faut se présenter orthogonalement face à l'avancée ennemie. On maximise ainsi sa puissance de feu tout en réduisant au maximum celle de l'adversaire qui ne peut même pas concentrer ses tirs. Même le navire de tête ennemi n'a accès qu'à une partie de sa puissance. Autre avantage, le plus difficile étant de déterminer la distance du tir et non l'angle, tirer sur une flotte nous apparaissant en colonne maximise nos chances de toucher un navire adverse. Et voilà, barrer le T, c'est ça. Vous comprenez bien le nom puisque notre flotte est censée venir former la barre supérieure du T. Les Japonais trouvent cette tactique et en comprennent la supériorité mécanique. Évidemment, plus l'angle formé par les deux flottes est proche de 90 degrés, plus vous êtes avantagé. Dans la réalité, on n'atteint jamais véritablement l'angle droit, mais ça reste un avantage. Notons, soit dit en passant, que les Britanniques trouvent également cette tactique et qu'ils la nomment « crossing the T ». Les Japonais, eux, la nomment « Tei Sempo », la tactique du Tei, Tei étant le kanji qui a la forme d'un T. J'adore. Mais il ne s'arrête pas là. En effet, barrer le T suppose soit que vous l'avez pris par surprise en prévoyant d'arriver devant leur formation, soit qu'il n'a rien fait pour éviter que vous lui barriez le T. Il est évidemment possible de s'adapter au barrage de T, de le refuser, et on tomberait alors dans un combat de ligne. Encore. Or, ce n'est pas le but. Il propose donc une tactique pour, disons, s'assurer de barrer le T. C'est le Otsu Sempo, la tactique du Otsu, du nom du kanji qui a cette forme. On aurait donc tendance, nous, à l'appeler la tactique en L. Le principe est de diviser la flotte en deux escadres. Avec la première devant, on cherche à barrer le T de l'adversaire. S'il ne réagit pas, tout va bien, on continue. Mais s'il s'adapte, alors la deuxième escadre doit tourner de telle manière qu'elle barre le T de la nouvelle direction de la flotte ennemie. Notre flotte forme ainsi un Otsu, un L, dont une partie livre un combat en ligne et dont une autre barre le T. On obtient bien un avantage. Voilà, tout ce bagage théorique, c'est bien grâce à des expérimentations par le wargame et des essais en mer que les Japonais ont pu les développer avant le conflit. Tei Sempo et Otsu Sempo sont bien connus des officiers japonais et des manuels ont été distribués avant la guerre. Autrement dit, la flotte japonaise sait ce qu'elle a à faire à la bataille de Tsushima. Durant la bataille de la mer Jaune, Togo avait bien tenté de barrer le T à la flotte chinoise, mais il l'avait fait de beaucoup trop loin, ce qui l'a empêché d'obtenir des résultats satisfaisants. Il est donc appris et réfléchi sur cette notion de distance d'engagement, et c'est avec cette expérience qu'il s'engage dans la bataille de Tsushima. Du coup, c'est armé de tout ce contexte qu'on va pouvoir analyser la bataille. La flotte japonaise est divisée en deux. D'un côté, on a un bon paquet de torpilleurs et de destroyers accompagnés par 8 croiseurs qui ont permis de repérer la flotte russe. De l'autre, le reste, c'est-à-dire la flotte de bataille japonaise qui concentre les plus gros calibres et les plus gros navires. Je dis flotte de bataille ici car c'est bien elle qui est pensée pour mener la bataille. Cette flotte est composée de 4 cuirassés et de 8 croiseurs cuirassés, le tout soutenu en arrière par 15 croiseurs protégés. Je rentre pas trop dans les détails franchement. Disons qu'on a une grosse force de frappe, une secondaire qui suit et un ensemble de torpilleurs prêts à intervenir en cas de dispersion de la flotte russe. De leur côté, les Russes alignent 11 cuirassés, 5 croiseurs cuirassés et 3 croiseurs protégés, avec en plus des torpilleurs et des destroyers et quelques navires de soutien. Plus simple au moins. Bon, on va enfin pouvoir aborder la bataille, mais notez bien tout de même que ce qu'on va faire ici reste schématique. On ne va pas pouvoir respecter les échelles et on ne va pas représenter chaque navire.
Je vais concentrer mon récit sur les flottes de bataille, mais dites-vous qu'il y a des flottes secondaires qui furettent ou qui tentent de se faire discrètes. On peut faire commencer la bataille vers 13h30. La flotte de bataille japonaise, guidée par la flotte d'observation, arrive pour barrer le thé d'une flotte russe, en retard car plus lente que prévu. Le coche est donc raté, mais Togo décide de se mettre à portée en effectuant un virage particulièrement risqué, mais que les artilleurs russes ne parviennent pas à exploiter. À 14h15, les flottes se font face et engagent un combat de ligne. Bon, ça valait la peine de parler du thé, hein. Mais bon, heureusement pour nous, si j'ose dire, les navires japonais sont plus rapides. Les Russes sont ralentis par les tonnes d'algues et de moules qui se sont accumulées pendant leur très long voyage. À l'époque, on n'avait pas encore l'anti-fouling qui évite ce genre de problème. Tandis qu'ils tentent de dépasser leur vis-à-vis, le duel d'artillerie continue. À 14h45, 2 navires russes, tous deux à la tête d'un groupe, sont touchés et quittent la ligne. La formation russe en est désorganisée et tente de sortir du combat, mais les Japonais suivent. À 15h, ils leur barrent le thé, mais ne parviennent pas vraiment à exploiter leur avantage. Ils font demi-tour pour recommencer. Là, le chaos devient assez important et la suite des combats en devient peu claire. À partir de 15h30, les Japonais ont en réalité perdu la trace de la flotte russe qui se disperse en partie. Tandis qu'un des navires russes touchés coule, la flotte japonaise cherche une flotte russe durement abîmée par les combats. Une partie part nord-ouest, une autre au sud, ratant des Russes qui essaient péniblement de se restructurer. Par de grandes manœuvres, les Japonais retombent sur une partie de la flotte russe en ligne qui se dirige nord-ouest vers 18h30. Tandis que les navires isolés sont coulés ou s'échappent vers le sud-est, un nouveau combat de ligne est engagé par ce qu'il reste de la flotte russe. Complètement dominée, au moins 2 navires y coulent tandis que la nuit tombe. Au total, on a 7 navires russes qui ont coulé durant la bataille et une bonne partie qui a pris sa dose au point d'aller par le fond après les combats. Mais la bataille de Tsushima ne s'arrête pas là. Je ne vais pas pouvoir vous le représenter, mais en gros, la flotte russe se disperse plus ou moins et les torpilleurs japonais se mettent à les traquer. Pendant toute la journée du 28 mai, c'est une curée. Certains navires se battent et sont coulés, d'autres se sabordent et tout un groupe de 4 navires se rend. Au total, seuls 3 navires, une pauvre corvette et 2 destroyers atteignent Vladivostok. 3 croiseurs vont se réfugier à Manille, 2 à Shanghai et 1 à Madagascar. Le reste, c'est coulé ou capturé. Les Japonais, eux, accusent la perte de 3 torpilleurs. C'est donc une victoire absolument écrasante des Japonais qui vaporise en 2 jours la flotte de la Baltique et tout espoir russe de retourner le cours du conflit. La guerre se termine avec le traité de Portsmouth 3 mois plus tard. Entre leur victoire maritime sur les flottes du Pacifique puis de la Baltique et leurs bons résultats terrestres, les Japonais y obtiennent Liaodong, une partie de l'île Sakhaline, ainsi que le contrôle de la Corée. Mais les conséquences de Tsushima vont bien au-delà de ces retombées militaires directes. Bon, déjà d'un point de vue culturel, politique et diplomatique, cette bataille et la guerre en général marquent l'entrée du Japon dans le concert des nations, jusqu'alors réservé aux Occidentaux. Il faut essayer de se figurer que depuis l'ouverture au monde occidental du Japon en 1854, bon, je ne veux pas faire trop de finesse, mais l'idée d'un isolement total du Japon entre 1650 et 1850, nommé Sakkoku, est assez débattue. D'ailleurs, le terme Sakkoku date du 19e. Bref, depuis l'ouverture du Japon aux États-Uniens, aux Français, aux Britanniques, aux Allemands, etc., on pourrait dire que les Occidentaux font preuve d'un certain mépris. C'est carrément raciste. Les Japonais sont vus comme inférieurs, mais avec une petite culture pas dégueu, mignonnette. Un peu comme les Chinois finalement. On parle en France de japonnerie. Ça fait des poésies, ça fait des estampes, au point d'influencer les impressionnistes, mais on va quand même pas leur reconnaître la capacité de fonder un État qui pourrait les concurrencer. Avec Tsushima, tout change. Tout à coup, le Japon, non content de s'être doté d'une flotte moderne, a montré qu'il avait des troupes, des marins et des officiers très capables. Au point de neutraliser une flotte russe, puis d'en annihiler une autre quand même. Et ça nourrit plusieurs dynamiques. Déjà, chez les Occidentaux, on est entre l'admiration et l'inquiétude, au point de parler du péril jaune. Je développe pas, mais vous voyez évidemment tout ce que ça a de nauséabond. Cela nourrit la peur d'un réveil asiatique. Ensuite, notons que pas mal de nationalismes, notamment dans l'Asie du Sud-Est et en Indonésie, accueillent avec joie cette victoire d'un pays non occidental sur un pays considéré comme occidental. En Iran, en Turquie, en Chine, au Vietnam, bref, dans tous les pays ayant un fort rejet des pays européens ou de la Russie, on a de véritables célébrations.
Dans le monde musulman, on a même une collecte d'argent au profit de l'effort de guerre japonais. Bref, ce premier succès japonais nourrit de véritables espoirs dans de nombreux mouvements nationalistes ou anticoloniaux. Chez les Russes, cette défaite est vue comme le signe d'une décadence profonde, soit de la culture russe, Du point de vue des conservateurs, soit du régime tsariste. du point de vue des contestataires. D'ailleurs, ce thème de la décadence tsariste sera mobilisé par les révolutions de 1905 et de 1917, chacune de ces révolutions étant marquée par un grand investissement des marins dans la contestation. Enfin, chez les Japonais, cela nourrit un fort courant militariste, enfin libéré d'un complexe d'infériorité face aux puissances occidentales. Leur victoire est présentée comme celle de l'esprit, de la volonté japonaise. Ça prendrait du temps à développer, mais dites-vous qu'en fait, à l'époque, dans l'esprit des officiers japonais, il y avait une dimension quasi mystique dans l'engagement du combat. Cela avait commencé après leur victoire sur la Chine. La gloire militaire, notamment celle de la marine, nourrit un courant nationaliste qui se met à mobiliser des thèmes guerriers dans la société. Des idées comme le Bushido, la voie du guerrier en référence au samouraï, redonnent une place de choix à la noblesse japonaise dans une société qui se militarise à l'occidental. Bon, il ne s'agit pas de développer. Le Bushido comme construction nationaliste mériterait sa propre vidéo et doit être articulé avec d'autres concepts comme le Hako Ichiu. Retenez simplement que les Japonais justifient théoriquement leur supériorité par une approche morale, ce qui n'est pas sans rappeler les Français de l'époque, et qu'ils se mettent à s'attacher à leur dimension militaire. En parlant de ça, il nous reste tout de même à développer les conséquences théoriques de la bataille de Tsushima. Oui, parce que bon, c'est la plus grosse bataille depuis Trafalgar et c'est un petit peu plus riche que Lissa. Absolument. Mais d'un point de vue tactique, on pourrait dire que la leçon n'est pas si claire. Pardon ? La flotte russe est vaporisée par une flotte japonaise adaptée qui a su appliquer sa tactique pour obtenir un résultat majeur. Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Disons que la bataille de Tsushima est dès le début beaucoup trop déséquilibrée. Quand on regarde les chiffres, pas tant que ça. Les Russes avaient une flotte plus puissante en termes de tonnage et de puissance de feu. Eh bien, ok, leurs plus gros canons ont plus de puissance et de portée que ceux des Japonais. Mais en termes d'avantage, ça s'arrête là pour les Russes. Bon, vas-y, développe, je comprends pas. Alors, déjà, leur flotte est plus rapide. Ok, ça leur permet de les dépasser et de leur barrer le thé, bien. Ensuite, le personnel japonais est plus compétent et plus motivé. D'accord. Il est également bien plus expérimenté. Oui bon, ils ont connu un an de conflit que la flotte de la Baltique n'a pas vu. Et il est bien reposé. La flotte d'ailleurs est en bon état après des réparations bien exécutées. Ah oui, c'est vrai que la flotte de la Baltique vient de la Baltique. Un voyage de 8 mois qui fatigue et le matériel et les hommes. Ça, j'avoue, ça joue. Ensuite, la flotte japonaise est un peu plus à jour et est plus homogène, tout en étant proche de ses ports et de sa logistique. Ok, ça va, je commence à comprendre. Leurs artilleurs sont mieux formés et ils abordent la bataille avec un véritable plan tactique, tandis que les Russes, eux, cherchent surtout à rejoindre Vladivostok sans vraiment avoir le choix. C'est bon, tu peux arrêter. En plus de la flotte de bataille, il ne faut pas oublier la flotte de torpilleurs et de destroyers qui attend son heure pour pouvoir ensuite frapper une fois la flotte russe déstructurée. Stop! L'amiral Togo est également un facteur. Expérimenté, formé, compétent, son virage pour pouvoir se mettre à portée de tir est considéré comme un excellent coup tactique. Pitié. À la fin, on observe quand même que les Russes ne parviennent même pas à tenir leur ligne bien longtemps, tandis que les Japonais en face réussissent pas moins de 5 virages en 1 heure. Alors quand en plus tu leur rajoutes l'avantage de barrer le thé, forcément... Désolé de te dire ça, mais justement, si la bataille de Tsushima a été retenue en exemple de la tactique de barrer le thé, dans les faits, ça n'a pas été si important. Y a-t-il quelque chose que tu ne vas pas détruire? Analysons 2 secondes. Durant la bataille, les 2 phases où les Japonais obtiennent le plus de coups au but et de résultats, c'est pendant les combats de ligne, après le virage de rapprochement et à la fin de la journée. La première tentative de barrer le thé était trop loin, la seconde n'a visiblement pas duré assez longtemps et a eu lieu à un moment où les Russes étaient déjà désorganisés. Ce n'est pas en barrant le thé que les Japonais ont gagné. En vrai, pourquoi tu nous parles de tout ça si c'est pour casser le truc derrière? Je sais pas, ça doit me plaire. Mais bon, pour te remonter le moral, on peut tout de même noter que le Tei Sempo était bien dans la tête des amiraux à Tsushima. Et alors? Ça conditionne leurs manœuvres, leur recherche de mouvement, et finalement, ça joue énormément sur l'engagement qu'ils mènent de bout en bout. Je vois pas ce que ça change. Dis-toi que cette tactique, c'est un cadre intellectuel. Dans la réalité, barrer le thé, on peut pas le faire parfaitement comme on veut, mais ça sert d'horizon, d'objectif pour guider notre appréhension tactique de la bataille. Je vois.
Du coup, forcément, on s'adapte, mais on sait vers où on veut aller et vers où on veut mener l'ennemi. Tout à fait. Et c'est ce qui fait que barrer le thé est une tactique absolument classique depuis Tsushima et qui sera mobilisée dans plusieurs batailles jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et en face, comme on connaît, on refuse de se faire barrer le thé, quitte à se replier si la situation est trop mauvaise. Ok, ça me va. Du coup, tu comprendras que l'analyse de Tsushima par les contemporains a été complexe et a donné lieu à des positions variées, notamment sur les choix matériels à faire. Oui, forcément, c'était pas évident. Dès qu'elle était engagée, la bataille de Tsushima était gagnée pour les Japonais sur les Russes. Seule l'importance de la défaite pouvait varier. Voilà. Du coup, cette bataille donne surtout une leçon d'ordre stratégique. Ah, Oui. Aujourd'hui, je vous la présente très rapidement, mais on aura le temps d'y revenir. En gros, Tsushima consacre la victoire d'un théoricien naval américain, Alfred Thayer Mahan. qui dit quoi? En gros, qu'il faut concentrer des navires puissants de type cuirassé pour rechercher des engagements majeurs et détruire la flotte adverse. Une sorte de recherche de la bataille décisive, mais dans le domaine naval? On peut dire ça. Son livre majeur, The Influence of Sea Power Upon History, prône un contrôle total des mers pour imposer son statut de grande puissance au cours d'un conflit. Réduit à la terre, l'adversaire serait isolé du reste du monde, ce qui a des conséquences majeures à une époque où les économies sont désormais industrialisées. Avant Tsushima, c'était contesté, surtout que ça demandait des investissements énormes et qu'une autre voie la concurrençait, celle de la jeune école développée en France. Pareil, je vous en parle très rapidement. Celle-ci considère qu'il faut miser sur des matériels légers, rapides, à forte puissance de feu, mais produits en masse, tels les torpilleurs ou les sous-marins. Le but aurait alors été de saturer les espaces et de submerger les plus gros navires sous le nombre et la puissance de feu répartie, mais bien réelle et pour moins cher. Ce que Tsushima montre, c'est que la flotte de bataille japonaise, en combat d'escadre, a broyé la puissance de la flotte russe, pour ensuite la laisser à la merci d'une flotte secondaire moins importante mais destructrice de torpilleurs. Une bataille décisive qui leur assure le contrôle des mers et des espaces de la guerre russo-japonaise. À partir de là, la vision de la jeune école, même en France, devient minoritaire, et celle de Mahan s'impose. Le lancement du Dreadnought par les Britanniques en 1906 va définitivement régler la question en devenant la base de toutes les flottes majeures. Bon, encore une fois, j'ai vraiment développé très grossièrement. Les visions de la jeune école ou de Mahan sont beaucoup plus complexes, d'autant plus qu'elles impliquent des dimensions industrielles, politiques et sociales. C'est passionnant, j'ai un peu découvert en préparant cet épisode, donc on y reviendra un jour. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.